Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. Premier épisode de cette saison 4 de Bip Bip, après l'épisode 00, qui a plu à certains. J'ai eu quelques retours, je vous en remercie. Ça va être un peu plus court, donc ça y est, là, on est en fin de retour dans ce que j'espère être le nouveau rendez-vous hebdomadaire du podcast, dans lequel on va parler plus simplement de mes activités de la semaine et où je vais moins parler sur un plan général que ce que vous avez vu dans le premier épisode du coup de la saison 4. En tout cas, j'en suis très fier a posteriori. Je l'ai réécouté. Je suis très content de ce que je vous ai transmis. Je pourrais pas vous transmettre autant de choses par semaine, mais ça me relance vraiment dans la dynamique d'être de nouveau là toutes les semaines et de continuer cette aventure tout simplement en vous expliquant comment j'avance parce que il y a un petit peu un principe qui s'applique depuis cet épisode, c'est que on m'a dit justement que ça renvoyait, l'idée de on ne sait pas si, j'ai l'impression que c'est une fin ou que c'est un début c'est cette idée qui m'a un petit peu traversé cette semaine. C'est très bizarre en fait, d'arriver au point où 1 an quasiment pile, je peux dire, voilà, j'ai rentré, des sous, je suis parti de zéro et là, le business commence à se lancer. En fait, le sentiment, est partagé. J'arrive pas à être totalement fier, content. Fier oui, content non. J'ai l'impression que, c'est juste le début, en fait et il y a un espèce de vertige, assez bizarre, qui est marqué par le fait que j'ai fait l'épisode où j'explique tout ce qui s'est passé et maintenant, c'est bon, j'ai regardé derrière depuis 1 an et en regardant devant, j'ai l'impression qu'il faut faire la même chose et qu'il faut faire la même chose 100 fois, là, je viens de le faire qu'une fois et en fait, c'est juste le début. Il faut juste recommencer et assez difficile, j'avoue, de se remettre, en jambes. C'était une semaine plein d'introspection et plein de difficultés, psychologiques de se remettre dans le projet de thèse parce que, donc j'ai fait une pause, sur mon projet de thèse pendant 4 mois et j'avoue que, de passer totalement dans l'univers entrepreneurial, puis de revenir sur, la thèse ça fait bizarre parce qu'on réapprend le rythme de la thèse qui est très différent. Je vais essayer de vous expliquer. Je pense que c'est le sujet que j'ai envie de défendre aujourd'hui. Pas forcément de plan, parce que, je suis en semaine de thèse, donc j'ai décidé de passer en fonctionnement d'alternance, d'avoir des semaines thèse et des semaines, entreprise pour cette, nouvelle année. Et je sais sincèrement pas si c'est la bonne option parce que, les moments de thèse se prêtent pas tout le temps à en fait, des fois, dans la thèse, on a besoin d'avoir plusieurs semaines, plusieurs jours à fond et parfois on attend, la validation d'un truc et du coup, on n'a rien à faire dans l'après-midi ou alors, c'est assez bizarre, de se trouver, quelque chose à faire. Ce que je trouve bizarre dans la thèse, en tout cas, comment je le vis, mais j'ai l'impression que je suis pas le seul, c'est qu'il y a des fois où on aimerait avoir un projet carré dans lequel on sait qu'il faut faire les choses A, B, C, D, mais des fois, on attend avoir, pour l'étape C, on attend une vérification, on attend quelque chose, on attend une validation d'un directeur, de je sais pas quoi, où on se laisse le temps de réflexion et donc on est dans un moment où il faut se donner du travail qui sera peut-être utile plus tard, mais on ne sait pas vraiment et c'est en ça que je trouve que c'est très difficile d'être motivé dans la thèse. Par exemple, pour donner un exemple concret, imaginons que je veuille publier un article. C'est un exemple très concret, je pense que je vais même expliquer, les difficultés de publier et surtout de choisir un journal aujourd'hui. Je veux publier un article, je suis en train de chercher un journal pour publier mon article voilà, je demande à mes directrices de thèse ce qu'elles en pensent, et j'attends leur mail de réponse. Imaginons que mon seul dossier dans la thèse, ce soit de publier cet article. Qu'est-ce que je fais en attendant la réponse? Est-ce que je me dis: «Je prends mon après-midi» ou est-ce que je fais ce que beaucoup font parce qu'on n'a pas envie de prendre notre après-midi à chaque fois, je vais lire des articles, un peu à côté? Mais en fait, c'est très difficile de se dire: «Bon, pour m'occuper, je vais lire des articles sur mon sujet de thèse», sans vraiment de but, sans vraiment, avoir, un plan, précis de pourquoi je lis tel article et cetera. Mais il y a vraiment des fois
dans la thèse où on ressent le besoin de s'occuper, où on essaie de le faire de manière productive, mais où on n'a pas, de plan, vraiment précis. Donc, c'est peut-être aussi parce que je viens de reprendre mon sujet de thèse et mes dossiers que je suis un petit peu perdu. Donc j'avoue que cette semaine, j'étais un petit peu perdu, un petit peu face à un grand vide. J'ai essayé de penser à plein d'images différentes cette semaine pour essayer d'expliquer, mais c'est comme, alors j'ai une première image avec des bateaux, et j'ai, une autre image avec, heu, un grand vide parce qu'en fait, il y a un sentiment de vertige de je viens de finir un cycle, donc pas du tout ma vie, ni rien, mais je viens de finir un cycle qui est, de baisser la tête, enfin d'aller pas bien, je vous l'ai dit. Bon, je vais pas revenir sur chaque épisode que j'allais pas bien, mais de d'un moment de craquage, baisser la tête et commencer à avoir de l'argent. OK, il y a un cycle qui s'est fait, quelque chose qui s'est passé, où je vois comment je peux réussir à faire de l'argent dans mon activité et donc la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau et en fait, quand on rentre dans un nouveau cycle et ben, on se rend compte de tout le chemin qu'il y a à faire et ça fait un grand vide et c'est en ça que switcher de, une fin de cycle entrepreneurial pour revenir dans un cycle de thèse, ça fait un gros sentiment de vertige où on se dit: «Bon, OK, je me reprends tous mes trucs en tête, je reprends tous les articles que je suis censé faire et OK, je suis en train de me remettre en tête toutes les difficultés, tous les trucs d'avant» et il y a un peu un sentiment de retour, vers le passé. De pour 2 raisons. La première raison, c'est que j'ai fait une pause pendant plusieurs mois, donc c'est un réel retour au passé de reprendre des dossiers, qui ont 4 mois. Mais d'autant plus dans la tête qu'a ma thèse actuellement, c'est que je reprends, enfin je travaille sur des articles depuis des années maintenant et c'est très difficile de lire des choses qu'on a pensées, qu'on a fait depuis, 3-4 ans maintenant et que ce soit toujours pas publié. J'avoue que je traverse, une période particulière où, il y a un côté entrepreneurial où je peux être super content, où j'ai l'impression, d'avoir avancé, où limite je dis, «Ça y est, je commence à financer ma thèse», mais qui est pas vraiment, qui est pas réel, hein, parce que financer ma thèse, ça aurait été de vous dire: «J'ai rentré 100 000 € et ça y est, j'ai 3 ans larges», mais j'ai pas rentré 100 000 €, j'ai rentré des bons mois, ce qui veut dire que, il y a de grandes chances que ça continue, mais, on ne sait pas si ça continue et c'est à moi de faire le travail et donc, c'est compliqué de revenir à la thèse et de reprendre, tous les dossiers de zéro et de se dire: «Putain, mais je pensais à ces idées, j'écrivais ces idées depuis 2-3 ans et j'ai hâte que ce soit publié». Donc semaine thèse, semaine, très compliquée, compliqué de se motiver parce que, l'autre image, c'est que, la thèse, c'est, un énorme paquebot, dans lequel, bah, quand on fait une manœuvre, ça met des semaines à bouger, il faut demander à des chefs de cabine, à des chefs de structure, à chaque fois qu'on veut faire un mouvement. Ça va pas vite, mais c'est un gros projet qui avance et sur lequel, bah, on peut pas forcément remanier des choses. Par exemple, quand on veut publier un article, bah, on le soumet l'article, parfois on attend 1, 2, 3, 4 mois pour avoir un retour, puis on travaille sur le retour, puis on se prend la tête, puis on comprend qu'il y a une statistique qu'on connaît pas bien, il faut qu'on l'apprenne, donc on prend 3 semaines à apprendre une nouvelle statistique et en fait, c'est très long, c'est très fastidieux pour un retour qui est, minime et je le savais, on le voit, mais en fait, quand on sort d'une période entrepreneuriale où c'est tout l'inverse, tout est en mon contrôle, tout est vite, chaque décision, est prise rapidement et a un impact direct sur, les choses. Par exemple, j'ai un dossier à faire pour un projet de recherche, je décide de faire telle partie, j'ai besoin de demander à personne et boum, OK, j'écris une partie sur ce sujet. Et il y a un côté très stimulant, dans l'entrepreneuriat du coup, surtout que j'arrive à faire de la recherche dans l'entrepreneuriat, donc j'arrive quand même à trouver, cette stimulation intellectuelle qui m'intéresse dans la thèse. Mais, j'ai du coup, je fais un peu la comparaison avec le paquebot, qu'est la thèse contre un speedboat, un bateau super rapide, qu'est l'entrepreneuriat dans lequel, chacun de nos gestes sur le volant peut nous faire tomber. Certes, c'est rapide, il faut avoir les yeux sur la route, c'est plus brouillon, hein, parce qu'on fait moins attention aux détails. Par contre, on fonce et j'avoue que l'alternance, ça a cette, complexité de, savoir naviguer entre un gros projet où je touche deux trois boutons, puis je profite du paysage, puis, je navigue, tranquillement et l'autre où il faut aller vite, il faut aller bien, il faut être très concentré et c'est, 2 muscles qui sont très différents et je sais pas du coup si l'alternance est la meilleure, manière de faire une thèse et de la financer avec de l'entrepreneuriat parce que, hem, en tout cas,
c'est la première fois là que je reprends ma thèse et ouais, c'est vraiment pas le même état d'esprit. Je me rends compte qu'une thèse, c'est très particulier. Je m'en veux moins et j'en veux moins même, aux doctorants, de voir qu'ils sont peut-être moins rapides, ils sont moins efficaces que ce qu'on pourrait attendre d'eux, dans un système d'entrepreneuriat. Parce qu'il y a quand même un contexte général qui pousse à naviguer en paquebot et pas à naviguer en speedboat parce que, bah, il faut des validations, il faut qu'on réponde à des critères scientifiques pour faire des choses et puis il faut attendre, il faut mûrir un sujet, il faut mûrir des idées, il faut relire, il faut dormir sur des idées, revenir le lendemain. Là où la pression de l'entrepreneuriat permet pas forcément, ça. Donc, grosse reconstruction, construction sur ma manière de voir ma thèse. Le fait d'avoir eu le nez dans l'entreprise, bah, j'ai exploré, ma manière de voir l'entreprise, l'entrepreneuriat, comment je peux m'y retrouver. Mais maintenant, il va falloir, que j'apprenne à comprendre comment vivre ma thèse, sachant que j'ai quelque chose d'hyper stimulant et potentiellement de très gratifiant qu'est l'entrepreneuriat à côté. Mais aussi, l'effet d'interaction entre les 2, c'est-à-dire que financer sa thèse, c'est pas juste la financer et faire sa thèse, c'est comprendre comment on fait les 2 en même temps. Et c'est pas juste 1 + 1, c'est 1 + 1 = 3, c'est pas 1 + 1 = 2. C'est-à-dire que, faire les 2, c'est aussi apprendre à, avoir 2 niveaux de vitesse, 2 niveaux d'exigence. Parce que, quelque chose qui est positif dans la thèse, c'est que c'est très exigeant. En tout cas, moi, dans mes besoins, je suis très content de pouvoir être exigeant. Je suis très content de pouvoir prendre du temps de penser les choses et d'aller au bout de mes idées. Là où l'entrepreneuriat, bah, des fois, il y a des deadlines et on va pas au bout, de nos idées, et de notre besoin d'expertise. Donc j'ai, envie de continuer cette thèse et de la financer. Par contre, c'est vrai que c'est très difficile parce que je fais face à des sources de motivation qui sont très différentes et donc j'ai vraiment l'impression que chaque projet, a besoin de réveiller, un bout de ma personnalité et qu'il faut que je switch, pour m'y remettre. Tout ça pour dire que, par exemple, lundi, mardi, ça a été très compliqué de me mettre dedans, mais c'est normal parce que je me reprends ma thèse 4 mois après et je voulais, je sais qu'il faut que je publie, donc 3 articles, mais j'ai eu du mal et en fait, je me suis senti bloqué, par, trop d'infos, trop d'imprécisions. Je sais pas où aller, je sais plus, ce que je peux me permettre de faire tout seul ou s'il faut que j'attende des validations de directeur de thèse. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de perdu où, avant, je me serais dit, «Je suis nul, je sais pas me motiver» et en fait, maintenant que j'ai vu que j'étais capable de beaucoup travailler et bah, là, j'ai passé un début de semaine sans beaucoup travailler parce que j'étais perdu. Il fallait que je prenne des pauses. Il fallait que j'aille marcher pour me dire: «Mais qu'est-ce que je fais? Où je vais?» et cetera. Donc grosse période de reconstruction de la thèse qui va continuer. La semaine prochaine, je suis encore en période, de thèse. Heu, le but, ça va être, je vais voir, une de mes directrices de thèse les 2 d'ailleurs, je vais voir les 2 directrices de thèse, la semaine prochaine et là, il va falloir être plus précis sur, mon projet de thèse tel quel. Parce qu'une thèse, c'est pas juste écrire des articles, c'est, développer une idée et essayer d'avoir, une organisation d'articles, un plan pour, développer cette idée, et puis prouver des choses qu'on croit par rapport à un sujet. Pour ne plus croire, mais en tout cas avoir des arguments, assez forts pour y croire et donc faire des études pour prouver notre point. Et donc pour l'instant, moi j'ai fait ma thèse, plutôt comme un amoncellement d'articles que comme un projet, d'une idée à défendre. Et là, il va falloir, définir vraiment ma problématique, oui. Quand je le dis, ça donne l'impression que j'ai fait les choses dans le vent, mais pas du tout. Mais il va falloir être beaucoup plus précis, explicite et écrire, quelque chose autour de ma problématique et un plan de thèse pour voir une finalité. Et donc pour l'instant, le but, ça a été de reprendre ma thèse tout simplement. Et en fait, j'ai remarqué que reprendre ma thèse, c'était, bah, parfois juste, s'aérer l'esprit, reprendre les problématiques sans se flageller et se dire qu'une thèse, c'est un projet long et que je peux pas, d'un coup, au bout de 4 mois et en reprise de vacances, être à fond et le lundi, publier un article parce que non, en fait, il faut le relire. Il faut se redemander: «Mince, qu'est-ce que je voulais faire, déjà? Qu'est-ce que je voulais défendre? J'ai testé dans quel journal? C'était quoi que je m'étais dit, pour avancer sur cet article?» Voilà, c'est très dur de relancer la machine, en fait, sur des projets qui sont longs. Donc, là, c'est parce que j'ai fait une pause de 4 mois. On verra si j'arrive à faire, cette, gestion en flux tendu, vraiment, reprendre l'activité, puis reprendre la thèse, puis reprendre l'activité. Sincèrement, là, du coup, j'ai des doutes.
Je, je pense pas pour l'instant avoir d'autres meilleures solutions que de faire en alternance, parce que essayer de faire la thèse et le financement à côté, c'est un peu trop compliqué. Mais j'y vois déjà des limites. Il y a une autre limite de l'alternance, qui est que c'est très difficile de se mettre dans un univers thèse en oubliant l'univers autofinancement, tout simplement parce que bah, cette semaine, j'ai fait des rendez-vous, des points, des visios pour l'entrepreneuriat, parce que je ne peux pas dire à un client, je suis en semaine thèse, ils en ont rien à fiche, et puis j'ai des deadlines qui m'obligent à prendre des rendez-vous pendant mon point thèse. Ça, c'est pas très dérangeant parce que c'est comme un bol d'air. Et puis maintenant, déjà, j'ai compris que l'alternance thèse euh, entrepreneuriat, ce sera pas 100% thèse et je m'interdis de penser à l'entrepreneuriat et 100% entrepreneuriat et je m'interdis de penser à la thèse. C'est plutôt du 80-20, c'est-à-dire en semaine thèse, je fais 80% de thèse, en semaine entrepreneuriat, je fais 80% d'entrepreneuriat, sans me prendre la tête sur les pourcentages, mais dans l'idée et dans l'esprit, ce serait comme ça. Et surtout, si quelqu'un là me demande dans 2 mois, «Est-ce que tu peux faire une formation cette semaine-là?» et bah, si ça tombe sur une semaine thèse, de m'autoriser à dire: «Bah, j'aimerais que ce soit une autre semaine». Donc c'est surtout ne pas prendre de prestations à proprement parler. Par contre des points, oui, c'est des points que je fais sur les projets, et puis des petites choses, des petites vérifications, ça je suis obligé de les faire quand même en point thèse. Je peux pas totalement faire une alternance. Donc ça, c'est la première limite. Mais bon, maintenant que je l'ai comprise, bah, je vais un peu mieux l'appréhender et puis l'appliquer. La deuxième limite, c'est la deuxième et la troisième, c'est un peu lié. C'est que psychologiquement, c'est très dur de se dire, je fais une semaine thèse et je relance pas de clients, ni essaye d'avoir des prestations parce que c'est pas l'objet de la semaine thèse. Sauf que j'ai pas gagné au loto, j'ai pas gagné 100 000 euros. J'ai certes quelques mois de sursis, quelques mois d'avance, mais ne pas avoir non plus, un appui, de 6 mois, de 10 mois et se dire: «Je ralentis mon activité pour cette semaine, je travaille sur ma thèse», alors que potentiellement dans 6 mois, c'est la galère et que certes j'ai gagné beaucoup d'argent ces 2 derniers mois, mais si tout s'arrête, bah, je peux très vite ne pas avoir d'argent. C'est très dur de faire confiance au processus. La semaine dernière, je vous ai dit: faire confiance au processus et là, il faut vraiment que je fasse confiance en ma capacité à faire de l'argent et à me dire, même si j'ai pas 1 an d'avance, 2 ans d'avance, j'ai quelques mois d'avance et quand je serai en semaine, entreprise, je vais réussir à trouver des nouvelles prestations et ça, c'est compliqué. On vit avec une peur de se dire: «Mais attends, mais pourquoi là je donne pas tout sur l'entreprise? C'est pas comme si j'avais 50 000 de côté». Donc bah, ma réponse, c'est: je fais confiance au processus, peut-être à tort, mais c'est difficile de lâcher prise sur l'entrepreneuriat, en fait. Hem, donc je lâche pas prise parce que je fais de la gestion, mais j'essaye pas d'avoir de nouveaux clients alors que ça peut être, utile, pour pérenniser l'activité. Donc voilà, avoir en tête, le fait de se dire: ben mon activité, elle tient pas la route non plus depuis 2 ans. Tout peut toujours se casser la gueule, mais moi, je me donne le luxe de ne pas travailler pendant 2 semaines, à fond sur l'entrepreneuriat et de reprendre, en alternance». C'est très, c'est très dur. On doute et on se dit: «Mais ça se trouve, je fais ça et dans 2 mois, j'aurai pas de nouveaux clients et je m'en serais voulu de travailler sur ma thèse». En gros, la question, c'est: est-ce que je peux me permettre de ralentir l'entrepreneuriat pour faire ma thèse, même si c'était le plan? Et bah, c'est dur psychologiquement de lâcher prise. Donc là, c'est plutôt la raison 2. La raison 3 qui est liée, c'est que donc psychologiquement, c'est dur de lâcher prise parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir refaire de l'argent. Mais d'autant plus que, la thèse en elle-même, c'est un projet qui est très en flux tendu. C'est-à-dire que quand je me donne une semaine thèse et bah, ça se trouve, j'ai pas forcément 35 heures de travail de thèse à faire. Et j'ai plutôt 15 heures parce que là, bon, bah, fallait juste que j'envoie l'article et maintenant, j'attends, je sais pas, le retour d'un autre, auteur, de l'article, qui doit me faire des commentaires et certes, je pourrais passer, 20 heures à lire des articles, mais là, c'est pas urgent et donc il y a aussi quelque chose de ce que j'ai imaginons, je me suis donné une semaine de thèse. Dans cette semaine, le mardi, j'ai fini ce que je devais faire, pour la thèse. J'ai 2 choix qui s'offrent à moi. J'ai rempli mes objectifs de thèse, donc je
vu que j'ai encore du temps sur la thèse, je prends de l'avance et je lis des articles, et cetera, mais c'est quasiment de l'exploratoire et c'est pas quelque chose qui est urgent. Ou alors, je mets fin à cette semaine thèse et je passe en mode entrepreneuriat pour avancer parce que là, par contre, il y a peut-être des trucs urgents, et voilà, c'est cette gestion, mais je pense que c'est très, normal finalement parce que c'est ma première semaine test d'alternance et j'aimerais, affiner un peu tout ça en 2025. De me dire: «Bon, imaginons que, je j'ai du temps, vis-à-vis de ma thèse par rapport à mes objectifs. Est-ce que je me force à continuer dans la thèse parce qu'il y a toujours quelque chose à faire dans la thèse, mais c'est pas urgent. Par contre, il y a toujours quelque chose à faire dans l'entrepreneuriat et là, c'est souvent urgent parce que au pire, si j'ai répondu à tous mes clients, ce que j'ai à faire dans l'entrepreneuriat, c'est en chercher des nouveaux et ce sera urgent tant que j'ai pas, 1 an d'avance. Tant que j'ai pas, l'esprit tranquille pour me dire: «Là, je peux faire ma thèse, je sais qu'il y a de l'argent qui va venir». Donc là, par exemple, ça m'est arrivé. Imaginons que, un jeudi, 15 heures, j'ai fini ce que je m'étais dit que je voulais faire pour la thèse. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lis quelques articles par rapport à la thèse? Ou est-ce que je me dis: «Tiens, vas-y, je vais envoyer quelques mails pour l'entrepreneuriat, pour, trouver des nouveaux clients»? Ça paraît peut-être, nul de réfléchir à ça. Peut-être que vous avez une réponse qui est toute faite. Mais en tout cas, pour vous exprimer ce qui se passe dans ma tête, c'est que ça a une raison en fait de faire une alternance. La raison, c'est, le stress, la gestion, et la gestion de charge mentale, charge cognitive. Donc ça m'aide pour le stress, pour la fatigue et du coup, dans une perspective d'être à la fois efficace, mais aussi prendre soin de moi, c'est très difficile de switcher et surtout de douter, de se dire: «Mince, qu'est-ce que je fais? Là, peut-être que je pourrais, prendre de l'avance pour, me lancer dans ce truc-là». Mais c'est difficile de switcher et de passer du projet de thèse au projet entrepreneurial parce que cognitivement, c'est très lourd, c'est 2 mondes qui sont quand même assez différents et donc quand je passe en période de thèse, je mets mon cerveau en mode thèse et du coup, il y a toutes mes tâches, tous les trucs que je dois avoir en thèse et quand je suis en mode entrepreneuriat, je mets mon cerveau en mode entrepreneuriat et donc c'est assez fatigant de switcher. Donc en disant ça, on dirait qu'il y a une solution qui veut dire: «Bah non, du coup, tiens-toi à tes semaines thèse et à tes semaines entrepreneuriat». Sauf que, bah, il y a la crainte, donc la limite numéro 2, la crainte de se dire: «Putain, mais je me suis occupé à lire des me articles à moitié pour m'occuper en semaine thèse et quand je vais revenir en semaine entrepreneuriat, je vais être en retard, ça va être serré», voilà. Donc je suis pas, totalement sans solution, mais voici les limites que je vois semaine 1 de mon fonctionnement en alternance. Peut-être que, je vais affiner, je vais trouver des règles qui sont que, je m'autorise à avancer sur tel sujet de telle manière ou que peut-être l'alternance va se faire dans une semaine, enfin au sein d'une même semaine, je veux dire. C'est-à-dire que je vais faire, thèse lundi, mardi, mercredi, et entrepreneuriat jeudi, vendredi ou l'inverse pour, pouvoir dans tous les cas gérer des dossiers un peu tout le temps. Je ne sais pas. Je vais me laisser aller, bah, déjà je vais en parler à mon psy et je vais me laisser aller à l'expérience tout simplement et à voir comment tout ça marche. En tout cas, assez difficile de se remettre dans le bain et ce que j'ai compris, c'est que, c on verra justement, ça va se vérifier, mais je pense que faire des arrêts trop longs, c'est contre-productif parce que le temps de se remettre en tête et bah, c'est difficile de se motiver, de savoir où on va et en fait, quand on sait pas où on va et ben, on finit limite bloqué devant son PC à avoir plein d'idées, se dire: «Mais attends, mais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui?» Donc voilà, à voir sur cette organisation. Je vous tiendrai au courant, ça fait justement plaisir de se ressentir, dans une dynamique juste, et bah, de suivi, sans que je vous dise mes 24, mes 24, règles du développement personnel. On est de retour dans, le quotidien, d'un chercheur entrepreneur et ce sont les questions que je me pose. J'espère, vous en dire un peu plus les prochaines semaines. Voilà. Parmi, les problématiques qui, m'ont traversé, cette semaine, par rapport à la thèse, vu que je suis en période de thèse, ça a été de trouver un journal. Donc j'ai remis, la tête dans mes articles. Pour rappel, j'ai 3 articles qui sont en cours, 2 de ces 3 articles sont finis. Ah, il y en a un qui est fini, fini et l'autre, qui est fini à 99, 98. Et le troisième, alors je pensais qu'il était un peu plus avancé, j'aurais dit 80, maintenant je dirais plutôt 70. Je vais d'abord parler des 2 premiers articles parce que, je suis dans une phase de chercher un journal et c'est un enfer et donc vu que le but c'est de transmettre, mon quotidien, je vais expliquer, quelles sont les problématiques auxquelles je suis confronté pour trouver un journal scientifique.
Alors, quand on cherche un journal scientifique, on est intéressé par entre autres, hein, par des statistiques qui prouvent à quel point il est lu. Pour se dire, bah, si je publie un article dans ce journal, j'ai des chances qu'il y ait beaucoup de gens qui le voient. Parce que bah, finalement, le monde scientifique est basé sur le fait qu'on veut faire un article qui serve à quelque chose et que donc il soit publié dans un journal scientifique qui ait de la popularité pour qu'il y ait d'autres auteurs qui le lisent. Le mieux, ce serait de se dire que, pour le grand public le lise, mais bon, il faut être honnête, le grand public ne lit pas de littérature scientifique. Donc au moins de se dire: «Je suis dans un journal connu», par exemple Le Monde, donc là, c'est pas vraiment Le Monde, mais imaginons que on soit dans le monde du journalisme et bah, évidemment, je préfère publier un article dans Le Monde que dans, Pêche, chasse, et tradition, parce qu'on a tout simplement envie que ce soit, un peu plus, lu. Donc, premier critère pour trouver un journal scientifique, on veut un journal qui est assez bien. Assez bien, c'est certains indices qui disent que bon, bah, pour un article publié est en moyenne lu X fois. Donc, déjà, on va regarder ces statistiques de lecture. Ensuite, on va, regarder, bah, si, cet article publie enfin ce journal pardon, publie des articles qui sont à peu près dans notre discipline et même au-delà des disciplines, est-ce que le journal publie sur des types de sujets qui ressemblent à mon article? Par exemple, donc déjà par discipline, vous imaginez bien que moi je suis en psychologie sociale. Si, j'écris un article, enfin si je soumets un article de psychologie sociale dans un journal d'agronomie, eh bien, ils vont dire: «Non, votre article a rien à voir». Donc là, dans le monde du journalisme, et bah, justement, si je fais un truc sur la pêche, Le Monde a grande chance de s'en foutre, même si c'est généraliste, mais il faudrait que j'ai un truc, un peu une idée à défendre, un peu, fondamentale ou généraliste pour que Le Monde me publie. Et sinon, Chasse et pêche, de l'Oise, ils seront, très contents, de publier mon article. Donc il faut, trouver un article plutôt connu, mais pas trop et je vais expliquer, pourquoi et il faut trouver un article qui est à peu près dans le sujet de notre un journal qui est à peu près, dans le sujet de notre article. Bon, je vais essayer d'arrêter de me tromper parce que sinon ça va prêter à confusion. Alors le journal, s'il est trop connu, les temps de réponse, pour que, notre article soit validé sont souvent plus longs. Il y a de grandes chances que ce soit plus cher et il y a de grandes chances pour que les reviewers, donc les personnes qui, relisent notre article, pour, juger, de sa qualité, soient plus difficiles. Sauf que du coup, si ça arrive à passer, bon, on finit par payer plus cher, mais on est mieux reconnu dans le monde scientifique. Par contre, si on a un journal qui est beaucoup trop faible, dans ses indices, de lecture, et bah, j tout simplement, ça veut dire que, on a une faible, renommée et que, voilà, c'est pas un article, que ça perd un petit peu en crédibilité dans le monde scientifique. En tout cas, du point de vue des institutionnels et du point de vue de si on veut faire carrière. Parce qu'il y a différentes lectures. Si je veux être chercheur au CNRS, le CNRS va regarder: «OK, il a publié dans des gros journaux qui sont connus et qui ont des bons indices». Par contre, entre chercheurs, je pense qu'on sait un peu plus, faire la différence et moi, si je lis un article, sur la confiance, c'est pas le journal dans lequel il a été publié que je vais regarder, mais c'est vraiment la qualité. Donc un expert saura, trouver un article, s'il est bon, heu, même s'il est dans un journal qui est pas connu. Par contre, quand on veut monter les échelons, sa carrière et ben, on cherche un journal un peu connu. Donc la stratégie, en tout cas pour moi, qui n'ai pas, beaucoup d'argent, et qui, n'ait pas beaucoup de temps, c'est, de pas aller taper dans les meilleures revues parce que de toute façon personne n'arrive à publier, il y a 1 de chance et ils vont mettre 6 mois à me répondre et pas de taper dans les pires pour pas qu'on puisse dire: «Oui bon OK, tu allé dans, une sombre revue, indonésienne, qui t'a dit oui tout de suite», voilà, ça va décrédibiliser ma recherche. Donc voilà, il faut déjà jouer sur, l'importance du journal. Ensuite, il faut jouer sur, bah, est-ce que le journal, porte un petit peu sur nos sujets? Ce qui moi est une limite, importante, hein. C'est pas des moi je travaille sur la confiance, qui est déjà un sujet en psychosocial qui est peu connu, donc il y a potentiellement plein de journaux qui vont se dire: «Ouais, non, on connaît pas trop, on va pas publier dessus» et en plus je fais des stats qui sont peu connus.
Donc, ça fait un critère déjà qui est difficile de trouver un journal qui se dit: «Ouais, ça fait partie des sujets qu'on aime bien traiter, donc OK, on va prendre la peine de relire votre article». Ensuite, moi, dans mon cas, il faut que je regarde si, hem, le journal est enfin, si c'est payant, de soumettre son article et de publier dans ce journal et à quel point c'est payant. Si du coup, je peux me faire rembourser par la fac ou la fac peut payer à ma place parce qu'il y a des bourses, des trucs qui sont mis en place. Sauf que, la fac a certains critères, pour, publier dans le journal, donc je peux pas publier dans n'importe quel journaux et sinon, il y a, des donc sinon je décide de moi payer, mais ça peut aller jusqu'à 3 000 € par, article. Donc là, voilà, vous pouvez reprendre l'épisode d'avant où je vous dis: «Yes, je suis riche, j'ai rentré beaucoup d'argent». Bah, non, si j'ai 3 articles à envoyer et que c'est 3 000 €, bah, c'est 10 000 € et voilà, c'est quasiment ce que j'ai rentré, en net, les 2 derniers mois. Donc voilà, ma richesse et mon auto-entreprise qui, soi-disant explose, peut passer dans des journaux, que je paye pour qu'ils puissent, ensuite, simplement, bah, publier mon article et que j'ai évidemment pas de royalties, selon, le nombre de fois où le journal est vendu ou même, le nombre de fois où l'article est publié. Parce que plus les journaux sont connus, moins on a de droits. Donc en fait, je paye, un journal qui, prend mes droits et qui détient les droits de mon article et qui ensuite fait ce qu'il veut. Normalement, pour acheter les droits, imaginons que c'était une musique, pour la vendre enfin, pour la donner à quelqu'un et qu'il ait tous les droits dessus, c'est moi qui aurais dû avoir de l'argent. Mais voilà, dans le monde de la recherche, c'est moi qui paye quelqu'un pour lui céder mes droits, et qu'il ait, totale exploitation, de mon article scientifique. Mais bon, évidemment, ce qu'on veut, c'est de la renommée et je devrais être, heu honoré que, mon article scientifique soit publié, dans un journal, scientifique, pour, aider la science et cetera. Ça m'aurait fait plaisir si, bah, il y aurait pas juste des multinationales américaines qui finiraient par recevoir l'argent. Bref, hem, donc je dois faire en sorte de trouver quelque chose de pas très cher parce que si c'est moi qui paye, et si c'est quelqu'un d'autre qui paye donc par, la fac, il faut que je réponde à d'autres critères, heu, qui, veulent pas, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais, il y a encore des critères. Il faut certains types de journaux, sont remboursables par la fac, d'autres non. Ensuite, ça peut être si c'est pas payé par la fac, ça peut être gratuit parce que il y a, donc, par rapport à ce que j'ai défendu, le fait qu'en fait, on finisse par donner de l'argent à des multinationales qui, nous prennent nos articles, nos droits et qui parfois les revendent derrière. Hem, il y a, des choses qui sont faites, il y a des gens qui se sont réunis, et qui se sont réunis en consortium, donc qui s'appelle le consortium Couperin, COUPR PERIN. Donc c'est marrant parce que je parlais de ça quasiment l'année dernière aussi, donc finalement, tout est une boucle et donc ce consortium, a négocié avec des gros éditeurs. Donc en fait, les éditeurs, c'est des grandes maisons d'édition qui gèrent des journaux. Donc l'éditeur là, c'est Wiley, Wiley, qui gère plusieurs journaux. Donc imaginons, je suis un éditeur et j'ai, je sais pas, le journal de la confiance, le journal de la psychologie organisationnelle, le journal de la sociologie, le journal de la domotique. Voilà, c'est pas forcément en psychologie. Mais donc il peut y avoir plusieurs journaux qui sont détenus par un éditeur, qui sont très souvent des grandes, multinationales, de base américaines. Bah, du coup, je me dis: «Est-ce que multinationale américaine, c'est quelque chose qui a du sens, dans la phrase?» Mais en tout cas, c'est pour dire, c'est des grandes organisations qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont, implantées aux États-Unis et donc ce consortium Couperin a négocié pour beaucoup de facs de France de pouvoir publier, dans des journaux de manière gratuite. Ça, c'est très cool. Donc ça, c'est des gens, qui ont l'air de partager un petit peu mes idées de, bah, il y a quand même un truc qui ressemble vachement à une arnaque, en France, dans la recherche qui est qu'on doit payer, pour que quelqu'un, vende notre propre production. C'est quand même un petit peu bizarre comme fonctionnement et donc ils ont l'air d'être un petit peu pas d'accord comme moi, sauf qu'ils se sont mis en organisation et qu'ils ont négocié avec un éditeur pour pouvoir publier gratuitement. Donc moi, je fais face à, une sélection de journaux soit qui viennent de l'éditeur Wiley,
mais qui en plus ont un scope, enfin des thématiques qui sont proches de ce que je fais, qui ont des statistiques de lecture pas trop fortes mais pas trop basses, et surtout, dernier critère, qui n'ont pas de limite de mots ou de limite de pages pour publier. Et ça, c'est le critère le plus compliqué, qui est que moi, mes deux articles qui sont finis à 98% font respectivement 44 et 47 pages. Et c'est entre 15 000 et 17 000 mots, tout compris avec les références, etc. Mais quand on compte les pages, on compte avec les références, en tout cas dans les journaux que j'ai vus jusque-là. Et donc, faut savoir que très souvent, les limites de pages, alors je connais 5 000 mots, 8 000 mots, et quand on dit des pages, j'ai déjà vu 10, 15 et 40 ou 45. Donc les miens, sachant qu'il y en a un qui vient de m'être refusé parce que en fait, il avait pas la bonne mise en page, et en appliquant la bonne mise en page, là, le 44 pages, avec la bonne mise en page, ça fait plus de 45, ça se rapproche des 50. Donc en gros, j'ai 2 articles à 50 pages avec 90% des journaux qui ont des limites de mots ou de pages qui sont bien en dessous, de mes articles. Bon, bien en dessous quand ils sont à 5 ou 8 000. Quand la limite est à 40-45, c'est jouable. Mais il faut quand même se dire, bah, les 40 pages, il faut se dire, et bah, vous connaissez ça, même pour ceux qui font pas de recherche, quand on fait un dossier, à la fin, se dire il faut enlever 5 pages de contenu, c'est compliqué. Surtout quand l'article a été lu, relu, refait, remanié, et que le fait de changer 5 pages impliquerait à tous les co-auteurs de le relire, de valider, ce qui peut faire perdre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et repartir dans une boucle infernale d'attente, de correction, de on discute. Donc, j'ai fait face à tout ça cette semaine. J'ai recompris ce qu'était la recherche, et je fais reface à ses limites. Et donc, j'ai 2 articles à 50 pages pour lesquels c'est déjà très compliqué de trouver un journal qui n'a pas de limite de pages, parce qu'il y en a qui disent justement pas de limite, parce que quand il y a une limite, c'est très souvent en dessous de 45. Tout le temps de ce que j'ai vu, hein, en tout cas en psychologie sociale, dans le journal que j'ai vu, enfin de mon expérience, j'ai jamais vu, soit il y a pas de limite, soit les limites vont jusqu'à 40-45 pages. Et moi, les miens font plus de 45 pages. Alors maintenant, vous pourrez me dire, beh, pourquoi tu as fait, des articles de 45 pages? Alors déjà parce que je les ai commencés, avant de connaître, tout ça, et en plus parce que, on nous limite dans le contenu, mais on nous critique et on nous engage à chaque fois à faire de plus en plus de statistiques, à développer telle partie. Et moi, j'ai eu des commentaires sur, mes précédentes versions, et à chaque fois, c'était: «Ah bah là, vous évoquez une première étude et ensuite vous développez la deuxième. On aimerait bien qu'il y ait la deuxième.» Et en fait, il y a une espèce d'injonction paradoxale dans le système, où on nous pousse à faire toujours de plus en plus de statistiques, à développer de plus en plus de théories, mais à toujours avoir, des limitations de mots et de références. Et donc c'est très frustrant de se dire: «Moi, il faut que je fasse attention à trouver les conditions pour, potentiellement ne pas payer, le journal, ou pas pour tous parce que si j'ai tout simplement pas l'argent. Il faut que je trouve un des rares journaux où il y a pas de limite de mots. Il faut que ce soit, dans les sujets, qui intéressent le journal, et puis il faut que, les reviewers, se soient levés du bon pied ce matin, parce qu'en plus, et bah, parfois, on est mal reçu, et le reviewer a mal compris notre article. Et je dis ça parce que je me suis, réouvert à la littérature sur la confiance, et cetera. J'ai relu quelques articles, et il y a des articles qui ressemblent à un des 3 que je suis en train d'écrire, qui est très proche de ce que je voulais faire, mais qui est, de mon point de vue, hein, et c'est souvent le point de vue des gens quand on est dans le sujet, mais qui est, de mon point de vue, pas top, et bien moins bon que ce que moi j'aimerais faire. Sauf que ça passe. Et donc, on est noyé dans plein de trucs comme ça paradoxaux, où moi, j'ai un article qui fait 44 pages, et c'est pas la quantité qui compte. Mais surtout que cet article, il est loin de casser en deux la science sur la confiance. Mais je trouve qu'il est intéressant, et méthodologiquement, il est entendable, statistiquement, il est entendable. Ça veut pas dire que je suis pas prêt à le modifier, mais je pense qu'il mérite d'être publié un jour, un moment dans un journal.
Et donc on nous le renvoie, on nous dit qu'il faut développer des choses, mais quand on se met à les développer, du coup, on a trop de mots, pour qu'ils soient publiés. Et à côté, on voit passer des articles qui passent et qu'on trouve vraiment moins bons. Bah, malheureusement, c'est un petit peu ça la thèse et il faut faire avec tout ça. Donc moi, je suis en phase de chercher des journaux qui n'ont pas de limite de mots, qui, qui où j'estime qu'ils vont, plutôt pouvoir m'accepter, donc qui sont pas trop connus, qui sont pas trop nuls parce qu'il faut quand même que pour mes premiers articles, je montre que je suis capable de publier dans des bons journaux et qui rentrent dans des critères, pour que, la fac me publie ou pour qu'ils soient gratuits parce qu'il y a ce consortium qui a négocié. Voilà. Donc, moi, je voulais juste faire de la science au début. Je voulais juste écrire des trucs, que je pense, en essayant de les prouver statistiquement. Mais il faut jongler avec tout ça, avec de l'administrativo, stratégie, politique. Et c'est frustrant, parce que, là, j'agis dans une marge de manœuvre qui est très serrée pour publier ces 2 articles. Et puis, le troisième e ça va pas s'arranger parce que je pense qu'il va être un peu long aussi. Donc on avance, mais c'était pour vous partager la manière, enfin les sujets du moment. C'est que soumettre, c'est facile, mais surtout, le premier article quand ça fait 6 fois qu'il a été soumis et bah, le nombre de journaux, qui est, potentiellement, qui colle potentiellement à tous ces critères commence à diminuer. Donc on se dit: «Mince, est-ce que je vais vraiment réussir à publier?» Et je pense il y a il y a un point, sur ce sujet, c'est que, par rapport à mon état mental du moment, en se disant: je reprends des articles depuis, que j'ai en tête, voire que j'ai sur mon PC depuis des années. Ça fait 4 mois que j'ai pas pris ma thèse. Je reprends et je veux juste, publier mon article qui soit critiqué et que ça puisse enfin fonctionner. Mais je reprends tous ces critères, et cetera et en fait, il y a un truc de se dire: c'est infini, c'est sans fin. On a l'impression, enfin, j'ai l'impression en tout cas, que je vais jamais y arriver. Je suis pas extrêmement négatif dans mon état mental, mais en tout cas, ce qui me traverse, c'est de me dire: «Mais est-ce que je vais réussir à enfin, publier un article?» J'ai l'impression d'être dans cette dynamique de: «Je suis refusé, je cherche un journal, je suis face aux mêmes critères, c'est compliqué de trouver un journal, je refais, je suis refusé». Ça fait vraiment un cycle sans fin et je crois que c'est ça le vertige, c'est que je viens enfin, de mon point de vue, je viens de passer une épopée, de me dire: «Ouais, c'est bon, entreprise, je me développe, je craque, je travaille, j'ai de l'argent» et là, je reprends un projet avec encore plein de problèmes, qui a l'air d'être une boucle sans fin et je me dis: «Mais, j'ai rien fait du coup, quand est-ce que ça va s'arrêter?» Mais s'arrêter, ça veut dire quoi? Enfin voilà, beaucoup de questions qui se posent et voilà, un peu plus précisément le genre de problématique qui peut jouer sur la motivation de se dire: mon article est prêt depuis 1 an, 2 ans, 3 ans et j'arrive pas à le sortir et à chaque fois, je fais face à plein de critères et d'injonctions paradoxales sous du système en soi, hein. C'est pas une personne qui est paradoxale, c'est toutes les attentes du système qui parfois collent pas et on est baigné dans ça et on se dit: «Bah, est-ce que je vais réussir à publier, un putain d'article scientifique?» Désolé pour, la vulgarité, mais c'est un peu, ça donne la couleur de à quoi ça ressemble. C'est j'ai des trucs à dire depuis des années. Est-ce que je vais réussir juste à le faire au moins une fois? Je pense que je serai pas un grand chercheur parce que j'ai l'impression que ça va vite me fatiguer, tout ce petit jeu. Mais bon, je fais une thèse, il y a un moment, ce serait bien de publier un article. Surtout que, bah, du coup, ça fait que j'ai au moins 2 articles à 50 pages. J'en ai un troisième qui devrait faire une quarantaine. J'ai quasiment 150 pages d'écrits sur la confiance. J'ai des trucs à dire quand même, même si, c'est pas parfait, je veux bien en convenir. Laissez-moi les exprimer, et en publier au moins un. Il y a quand même des chercheurs qui ont relu mes articles et personne m'a dit que c'était n'importe quoi et c'est des gens quand même bien placés, dont ma direction de thèse donc ça a le mérite au moins d'exister sur le plan scientifique sans dire que c'est, des articles qui vont renverser la science. J'aimerais que le système me laisse ma chance. Bref, ce n'est pas une plainte, c'est vraiment pour vous expliquer, à quoi ça ressemble là, de revenir, dans ma thèse. Et donc, les semaines qui arrivent, je vais me pencher sur, bah, quel journal pour publier, quel article et comment, faire en sorte que je ne paye pas, le journal, parce qu'il y a des dispositifs qui sont faits pour et si je peux m'éviter de payer 3 000 € par article, ça peut être pas mal parce que, et bah, tout simplement, si je dois payer 3 000 € par article,
Je le ferai pas maintenant parce que ça viderait quasiment, mes comptes. Ça va encore geler juste pour des problèmes financiers, je dois jouer avec tous ces critères et avancer sur ces sujets. Ça, c'est pour les 2 premiers articles, hem et pour le troisième, c'est une scoping review, je vous en avais déjà parlé, mais donc c'est une revue de littérature qualitative, où on peut, avoir, l'opportunité d'être un peu plus light sur, le nombre de personnes investies, sur les statistiques, qui sont un peu plus qualitatives, un peu moins quantitatives, et qui permettent de faire le point, de planifier, enfin tout plan, de mettre à plat la manière dont, les mesures de la confiance entre 2 personnes, s'organisent dans la littérature. Lesquelles sont-elles? Quels construits elles utilisent? Comment elles mesurent la confiance? Il y a combien de questions dans chaque questionnaire? Voilà, mon but, c'était de faire le point sur si on veut mesurer la confiance entre 2 personnes, grâce à la littérature scientifique, comment on s'y prend? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment critiquer un peu la manière dont, ces outils sont construits? J'ai commencé cette étude, je crois, en 2023. Je vais pas dire tout le temps les dates parce que ça me fait du mal justement de voir à quel point c'est long. Mais, j'ai mis du temps à écrire ce truc. J'ai commencé à faire des résultats. En 2024, j'ai dû faire une relance. En mai 2024, j'ai dû faire une relance parce que du coup, quand on fait ce genre d'études, et ben, on essaye d'avoir tout. On essaye vraiment d'avoir tous les articles sur ce thème-là. Mais donc, quand ça fait plus d'un an qu'on essaye d'écrire un article dessus, et bah, il y a eu un an d'études et de recherche scientifique qu'on a potentiellement raté. Donc, si on veut que notre étude soit à jour, et ben, on relance la recherche en se disant est-ce qu'il y a de nouveaux articles qui correspondent à ceux sur lesquels je veux travailler. Donc, ça, je l'ai fait en 2024. Et là, en passant en 2025, je me suis dit, bah, je suis quand même un peu obligé de faire une relance encore, de me dire est-ce que entre ma dernière recherche et aujourd'hui, il y a des nouveaux articles qui pourraient m'intéresser? Et donc, bah, la réponse, c'est potentiellement oui. Là, j'ai fait une relance de recherche d'articles scientifiques. Et donc, il y a potentiellement des nouveaux articles. Et encore une fois, je suis face à un article de 2022 pour lequel je vais devoir recommencer quasiment depuis le début. Bon, je sais ce que j'ai à dire et c'est quasiment parce que les résultats vont pas beaucoup changer. Mais, toutes mes stats vont devoir être modifiées parce que, par exemple, j'avais trouvé, 47, articles scientifiques développent, le développement qui développent, pardon, un questionnaire sur la confiance entre 2 personnes. Et bah, là, je vais en avoir plus, donc je vais devoir tout refaire. Donc ça fait 3 fois que je refais cette recherche et que je fais des résultats dessus. Et donc voilà encore un exemple de, en quoi la thèse, ressemble à un vertige de comment je la vois. C'est que, OK, je vais recommencer ce que j'ai fait en 2022, en 2023, puis en 2024. Je le refais là en 2025 et rebelote. Et en fait, on se reprend les mêmes thématiques, les mêmes réflexions. Enfin, en tout cas, moi, je pense que ça, c'est quand même assez précisément le cas de ma thèse, hein, parce qu'il y a tellement de rebondissements, de recherche de financement que du coup, j'arrête, je reprends les projets. Mais voilà comment je le vis en tout cas en ce moment, c'est bon, et bah rebelote. Déjà pour les journaux, ça fait 6 fois que j'essaie de publier le même article, donc je recommence. Et là, eh bah, j'ai tellement mis de temps à publier le troisième article qu'en fait, il va falloir que je refasse des recherches, je réanalyse, je re-rédige les résultats et je re-rédige la discussion. Donc, c'est beaucoup plus rapide que de reprendre du début parce que les résultats, ils vont pas changer en rajoutant 3 articles. Par contre, toutes les stats, bah, si j'avais trouvé 4 articles sur 47 qui parlent de la confiance entre le médecin et le patient, et ben là, ce sera 4 articles sur 50 ou sur 52. Donc, c'est pas les mêmes pourcentages. Donc, sur tous mes schémas, sur tout le texte, je vais devoir changer toutes les statistiques. Et vu que souvent, c'est des statistiques en pourcentage, ça va pas être très long, mais c'est plus fastidieux que long. C'est-à-dire, je l'ai déjà fait. Ok, bah on recommence, on réécrit tout et on continue. Pareil, l'introduction, je vais quasiment pas la changer parce que c'est le même cadre et c'est la même manière de faire. Et mes réflexions vis-à-vis de la discussion, étant donné que je vais pas faire x2 en nombre d'articles inclus, je pense que mes résultats vont pas être très différents parce que dans tous les cas, les tendances qu'on voit au bout de 47 articles,
devraient être les mêmes qu'au bout de 53. C'est une logique mathématique, qui est que si je prends 80 d'un échantillon ou 100, logiquement, ma lecture ne devrait pas forcément changer. Donc voilà, mes idées, les choses que j'ai envie de défendre ne vont pas changer, ça va pas changer du tout mon article, mais on reprend, on recommence, on refait, comme ce que je fais depuis 3 ans. Et voilà, on est un peu dans un sentiment de boucle infernale où, bah, je pense qu'il faut encore une fois que, je baisse la tête, qu'on avancer et de faire quand même en sorte que le plus rapidement possible, je puisse cracher ces 3 articles. Là, je commence à utiliser des verbes, un peu plus, autoritaires, un peu plus forts. Il faut que je vomisse, il faut que je crache ces articles parce qu'on en est là au bout de 3 ans, quand on n'arrête pas de les relire, de les remanier, de les resoumettre. Là, il faut juste, envoyer ce que j'ai en tête et essayer de créer des nouvelles connaissances et de faire autre chose parce que c'est très compliqué de travailler sur les mêmes projets encore et encore sans finalisation. Voilà, vous pouvez vous imaginer, pour ceux qui font pas de recherche ou, qui font une thèse et pour qui ça s'applique pas vraiment, bah, c'est comme devoir faire un dossier pour un examen final, à la fac ou au lycée et puis à chaque fois, l'examen final, on vous le critique, mais on vous dit: «Non, bah» en fait, c'est comme redoubler 3 fois, 4 fois. «Non, bah, OK, l'année prochaine, vous referez pareil sur le même sujet, vous referez le même dossier, mais il faudra améliorer ça, ça, ça» et voilà, pendant 3 ans, vous redoublez. Donc j'ai vraiment l'impression de redoubler depuis 3 ans, je pense que c'est ça. Donc ça devient lassant. Je suis pas du tout au point d'arrêter ma thèse, mais par contre, je suis conscient de ce qui se passe et il faut pas que ça dure très longtemps parce que c'est usant et j'aimerais bien redécouvrir des choses, un nouveau champ de littérature et avancer différemment sur ma thèse que juste reprendre les mêmes idées, reprendre les mêmes articles et recommencer. Je pense que vous l'avez vu, j'ai pas peur d'être discipliné, de recommencer, de baisser la tête, et de faire les choses avec de répétition. Mais ça n'empêche que, ça peut gâcher un petit peu, la manière dont je vis la thèse et je pense qu'il ça y est, il faut passer à autre chose. Bref, voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, c'était un petit peu déstructuré, mais en tout cas, c'était réaliste par rapport à comment je vis cette rentrée. J'ai pas spécialement, si j'ai un peu de développement personnel à vous dire, mais là, c'est très personnel. On va dire que pour valider ce que je vous ai transmis en développement personnel, le fait de reprendre petit à petit, et bah, ça marche bien par contre. Le fait de courir tous les matins, comme je l'ai dit, c'est le seul truc qui était nouveau vraiment dans mes habitudes. Sinon, c'était, aller au sport, bien manger et marcher. Et bah, j'ai bien réfléchi le truc. Courir le matin, c'est bien un moment qui me convient, je vais le laisser. J'ai réussi à ne pas augmenter. J'avoue que j'ai une tendance naturelle à toujours vouloir augmenter, mais je me tiens à ma règle de ne pas ajouter de nouvelles habitudes ou complexifier l'habitude en cours tous les mois. Donc, c'est très agréable de se dire, bon, bah ok, je cours tous les matins, j'arrive à faire 3 séances de sport par semaine, j'arrive à bien manger, et bah on continue. Donc, peut-être que pour le développement personnel, en tout cas sur le champ des habitudes, j'aurais pas grand-chose à dire, même si là, sur le développement personnel, en fait, le podcast a porté sur le développement personnel parce que c'était ma manière de concevoir l'alternance, ma thèse et mon moral vis-à-vis de ça. Donc, oui, je pense que là, pour le coup, la différence entre thèse, travail et développement personnel est un petit peu mélangée. Et pour l'instant, ça me va bien. On verra si je reviens à une structure. Dans tous les cas, je me prends pas la tête. Ce que je veux, c'est vous transmettre, de manière assez précise, ce que je vis et j'ai le sentiment que ça a été fait dans cet épisode encore une fois. Donc j'espère que vous l'apprécierez. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vos résolutions se passent bien, que vous le faites, en tout cas si vous êtes comme moi, que vous le faites, en force tranquille, c'est-à-dire sans avoir une surmotivation, mais juste en se disant: «Je sais que j'ai trouvé des choses que je vais tenir, sur l'année» et bah, voilà, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Je vous dis, bonne semaine, bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bip Bip.